On est en direct avec Alain Marron depuis Bruxelles. Alain Marron, vous êtes le ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Action sociale et de la Santé de la région Bruxelles-Capitale. Le sentiment de se rendre utile pour ces élèves infirmiers, c'est tout à leur honneur, mais on fonctionne sur de la bonne volonté face à cette crise. On a l'impression un peu de marcher sur la tête. Voilà, quand on voit cet élève kiné qui vient apprendre à faire une toilette comme ça sur le tas dans des pays développés, ça montre l'échec aussi de ces politiques d'austérité imposées à la santé publique, en Belgique, en France, mais aussi ailleurs, hein. Alors, heureusement, on n'est plus dans cette situation actuellement. Les services de soins intensifs ne sont plus remplis qu'à 40% avec des patients Covid. Donc, la situation est beaucoup plus normale actuellement. Mais elle a été anormale, hein, excusez-moi, Alain Marron. Les EHPAD, ah oui, elle a été largement anormale. Le système de santé en Belgique, comme un peu partout en Europe, a été mis très fortement sous pression et nous a obligés à utiliser des moyens que nous n'utilisons pas normalement. Donc faire appel à des bénévoles, à des étudiants, etc. On a été effectivement obligé de faire ça pour faire face à une épidémie qui n'était pas tout à fait attendue, ou en tout cas dont le niveau n'était pas attendu. Et quelles leçons vous en tirez, vous ? Alors la leçon principale, c'est que nous devons faire plus et mieux pour garder l'épidémie sous contrôle. La deuxième leçon, donc avec le testing, le tracing, la vaccination, la deuxième leçon, c'est par rapport aux maisons de repos et aux EHPAD. Et cette leçon a été tirée dès après la première vague. C'est les renforcer fortement en matériel de protection, en procédure, mais aussi en moyens financiers d'accompagnement, en moyens financiers structurels d'accompagnement, parce que malheureusement, il y avait un déficit structurel de financement pour l'accompagnement dans les maisons de repos, dans les EHPAD. Il y a donc aussi peut-être des leçons à tirer sur la question de l'argent public et du financement de la santé publique, non ? Vous militez, vous, pour plus d'argent, plus de budget pour la santé publique en Belgique ? Alors, au niveau de la région bruxelloise, nous avions obtenu à la formation du gouvernement régional il y a 1 an et demi une augmentation des moyens, donc avant que le Covid n'arrive, et nous essayons de les utiliser au mieux et d'accentuer ce financement du social et de la santé. Et le nouveau gouvernement fédéral qui vient de s'établir il y a quelques semaines a aussi mis évidemment un accent particulier sur le financement des systèmes de santé. Parce qu'il faut des solutions structurelles en fait. Des solutions structurelles, comme vous qui êtes justement médecin, professeur à l'hôpital public de la Pitié-Salpêtrière à Paris, j'imagine que vous êtes d'accord ? Oui, évidemment, je suis d'accord. D'ailleurs, on voit bien la différence avec les pays asiatiques, notamment qui sont très, très bien défendus contre cette infection sur le plan de la santé publique, parce que justement, ils étaient dans un esprit de santé publique. Nous, on n'était pas dans un esprit de santé publique, on était dans un esprit beaucoup plus individualiste que collectif, et on a vu le résultat. Justement, je m'adresse à vous, Dominique Bourg. Logique plus individualiste en tant que philosophe, c'est ce que vous constatez aussi dans les pays occidentaux ? La différence par rapport à l'Asie, elle est vraiment frappante. Alors, à la fois, il y a une sorte de tuf culturel, mais en même temps, c'est des pays qui sont confrontés à des épidémies de façon plus régulière. Il y a une espèce d'habitus. C'est des pays où il y a une densité démographique. Mieux préparé, c'est ça que vous voulez dire aussi ? Le SRAS, par exemple, a laissé des traces très importantes chez eux. Nous, ça a été complètement oublié. Ça n'a pas une importance. Et puis, on est quand même dans des pays où vous avez une forte densité démographique depuis très longtemps. Donc des pays par rapport auxquels, si vous voulez, les aspects évidemment sanitaires attachés à cet aspect-là sont très très présents dans l'esprit. Et de manière générale, c'est pas l'individualisme occidental, c'est très différent. Alors attention, ça a des bons côtés, ça en a de moins bons quand même. Pensez aux Hugo. Bon, donc, mais quand même, il y a cet aspect-là. Je crois que c'était assez important. Alors, on va revenir sur le cas de la Belgique avec vous, Alain Marron, toujours depuis Bruxelles. On a parlé du mois de novembre le plus meurtrier pour la Belgique depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 12 décès pour 10 000 Belges. Année 2020 qui devrait être aussi la plus meurtrière pour la Belgique depuis 1945. Comment expliquer cette situation dans votre pays ? Il y a deux choses. D'abord, la Belgique a rapporté de manière plus honnête que la plupart des pays les cas de Covid. Et donc, effectivement, la surmortalité Covid ou identifiée Covid correspond bien à nos chiffres officiels Covid. C'est vraiment pas du tout le cas dans tous les pays du monde, donc je me permets de le dire et de le pointer. Sinon, par ailleurs, il y a plusieurs éléments qui ont joué. Un élément fondamental, je pense, c'est qu'on est un pays extrêmement dense, une très forte densité de population un peu partout, à Bruxelles, mais globalement même aussi en Wallonie et en Flandre.
un taux de personnes âgées relativement plus élevé que dans d'autres pays, et aussi pas mal de ces personnes âgées, et une proportion de ces personnes âgées qui est en maison de repos ou en EHPAD qui est aussi supérieure à d'autres pays. Donc il y a des éléments, je dirais, factuels et objectifs qui justifient aussi, enfin pas qui justifient parce que le terme est totalement inapproprié, mais qui expliquent au moins partiellement cette situation. Et ça fait, on vient justement à cette autre question. Il y a eu beaucoup de critiques en Belgique, en France, notamment sur la gestion de la pandémie par le personnel politique. Vous les comprenez, ces critiques ? Ah, mais je les comprends parfaitement. Je veux dire, le résultat n'est pas à la hauteur. Le résultat de la première vague, mais même de la deuxième vague. Bon, maintenant, en Belgique, on est sur des taux de contamination et d'hospitalisation qui nous placent dans les meilleurs de l'Europe. Mais il y a quelques semaines, la situation était au bord de la catastrophe. Donc, on doit bien acter et regarder le fait que les réponses que nous avons déployées depuis l'été n'ont pas été suffisantes pour prévenir la deuxième vague. Donc ça, c'est un élément factuel. Et si on veut s'améliorer, on doit être capable de faire face à ça. Alors, j'ai entendu qu'en Belgique, pour les fêtes, on allait, la police belge qui couvre la Flandre allait déployer des drones lors des fêtes de fin d'année pour surveiller. C'est un problème, ça, en termes de liberté publique, non ? À titre personnel, je trouve que ce n'est pas la meilleure solution. Je veux dire, à Bruxelles en tout cas, mais aussi en Flandre et en Wallonie, on axe quand même beaucoup sur le préventif. Essayer de comprendre par rapport aux quarantaines, par exemple, pourquoi les gens, le cas échéant, ne font pas de quarantaine. Et comment est-ce qu'on peut les aider, les convaincre de mener une quarantaine quand ils sont dans les conditions pour en faire, et voir s'ils sont confrontés à des problématiques réelles. On est à Bruxelles maintenant dans une logique, beaucoup plus une logique de santé communautaire de quartier, avec de la prévention beaucoup plus qu'avec de la répression. Dominique Je ne pense Bourg. pas que les drones puissent être une solution.